Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art et à la bande dessinée. Tels des aventuriers sans peur et sans reproche, nous allons explorer les océans, les mers, les côtes du monde entier avec nos invités. Aujourd'hui, nous sommes au Musée de la Marine à Paris pour une exposition tout à fait exceptionnelle. Pour toi, François Bourgeon. Ça va, François? Oui, bonjour, ça va très bien. Tu étais gamin, tu venais dans ce musée et tu as ton exposition aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose... C'est bon, on pourrait trouver ça flatteur et tout, mais je me sens presque chez moi. C'est un musée que j'ai connu tout petit. Bon, on voit là ce scaphandre derrière nous, où on se demande s'il n'y a pas encore la momie du capitaine Nemo quelque part à l'intérieur. Et c'est un lieu familier. Donc se retrouver, avoir une exposition comme ça dans un cadre qui vous est familier, c'est à la fois un grand bonheur, mais quelque chose de presque naturel. Mais est-ce que ça veut dire que tu as des réminiscences de ton enfance et tu te dis finalement, ces musées que j'ai explorés quand j'étais enfant, eh ben c'est vrai, ça m'a servi puisque ensuite j'ai utilisé tous ces souvenirs. Le musée de la Marine, en dehors de tout ce qui accompagne évidemment la marine et les bateaux, c'est un formidable endroit pour la rêverie, pour un gamin qui est rêveur. Tout porte à la rêverie, et même sans connaître rien à la mer, on imagine des tas de choses extraordinaires devant toutes ces maquettes, ces objets insolites, ces choses complètement invraisemblables, surdimensionnées. Moi, c'est un endroit où j'ai beaucoup rêvé, mais j'avais pas du tout dans l'idée qu'un jour j'écrirais une histoire qui se passerait au XVIIIe siècle sur un 74 canons, sur un navire négrier, ni rien. Simplement, j'allais de maquette en maquette, de lieu en lieu, je regardais, je revenais, je m'arrêtais. Alors toi, le petit Parisien, t'avais envie de partir à l'aventure sur des bateaux ? Non, moi je suis pas un vrai marin. Moi j'ai fait beaucoup de vauriens quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait du Cap-Vert, donc un dériveur lesté, un vieux dériveur lesté. Et mes expériences maritimes vont pas beaucoup plus loin, quoi. Voilà, dehors quelques traversées pour aller en Crète ou je ne sais trop où. Mais mes expériences maritimes ne vont pas beaucoup plus loin. Mais cette approche de la mer, elle est différente. C'est-à-dire que quand on s'intéresse au XVIIIe siècle, quand on s'intéresse à la traite négrière, quand on s'intéresse au commerce, à la guerre, etc., c'est-à-dire à tout ce qui fait l'histoire de l'humanité, eh ben la marine a une importance complètement essentielle. Les Passagers du Vent, c'est le nom de cette exposition, tout simplement, c'est le nom de cette série, une des séries que tu as créées. Les Passagers du Vent, tout est dans le titre, c'était évidemment cette nécessité d'aller à l'aventure, de traverser aussi le monde. Oui, on a commencé à traverser le monde. Il y a eu les Phéniciens, puis il y a eu Saint Brendan sur sa barque en cuir, et puis il y a eu les Vikings et tout. Et Isa embarquait sur un 74 canons, donc qui était commandé par son frère, bien entendu, parce qu'elle n'avait rien à y faire autrement. Ils ont eu d'ailleurs la délicate attention au musée de la Marine de soulever la dunette, puisque le premier titre c'est La fille sous la dunette, et on voit la chambre occupée par Isa, qu'elle avait squatté la chambre du second en fait, puisque le commandant était sur l'autre bord. Donc voilà, c'est à partir de ces maquettes et à partir aussi des ouvrages de Jean Boudriot, qui a fait une merveilleuse collection d'archéologie navale, mais dont les 2 premiers tomes étaient sortis quand j'ai commencé les Passagers du Vent, que j'ai eu l'idée de cette aventure. Un 74 canons, tu as mis la barre très haute dès le début. Ça t'a pas inquiété en me disant, il va falloir quand même que je recrée cet immense monument de la marine. Oui, avec plus de 800 personnes à bord. Mais j'avais justement les livres de Jean Boudriot. Je suis tombé fou amoureux de ces bouquins. J'avais pas énormément d'argent à l'époque, mais je les ai achetés tout de suite. Les 2 premiers tomes, et puis ensuite, au fur et à mesure que je guettais la parution des autres. Avec ces livres, on pénétrait vraiment pour la première fois complètement dans un navire. C'est-à-dire que non seulement on avait la dimension de la coque, des mâtures, des voiles, tous les détails de gréement et tout, mais on allait dans les cabines, mais on avait le système de pilotage, mais on avait les cuisines avec tous les instruments de cuisine, tous les instruments de bord, les hamacs, les costumes, les uniformes, etc. C'est donc un formidable huis clos dont tout le décor était fourni par 4 tonnes
gros tomes, mais par 4 tomes de livres, quoi. Lorsque tu mets en scène, lorsque tu crées justement ces bateaux et ces univers, est-ce qu'il y a des grandes difficultés? Est-ce que ce qu'il y a de plus compliqué pour toi, c'est de montrer tout simplement le bateau dans son entité sur la mer ou sur les océans? Ou est-ce que c'est plutôt à l'intérieur parce que tu dois respecter certains détails, certaines tailles, je sais pas, d'escalier, de chambres, etc. Un bateau, c'est très dur à dessiner. Tous les dessinateurs le savent parce que quand on n'a pas le lieu, un bateau, on a des maquettes extérieures, on a des fois des dessins intérieurs, ceux qu'a fait Jean Baudriot, mais je voulais pas reprendre tous les dessins qu'il avait fait et puis les animer. Donc il fallait que je trouve d'autres angles de vue et il faut monter des perspectives, mais monter des perspectives avec des courbes parce qu'un bateau, ça n'est que des courbes. Donc on est obligé de faire des successions de points, de relier tout ça. Puis quand on a fini, on s'aperçoit que finalement c'est pas si bien que ça. Donc il aurait mieux valu être décalé un petit peu à droite ou à gauche, d'où d'ailleurs l'intérêt de pouvoir faire soi-même des maquettes par la suite, ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que ça n'est pas facile. Cela dit, il y a aussi une part de jeu parce qu'on peut trouver que c'est quelque chose de pointilleux, voilà, quelqu'un qui travaille sérieusement, mais il y a une grande part de jeu de vouloir recréer des endroits qui n'ont jamais été montrés. Par exemple, quand Isa trouve elle dans la galerie du charpentier, où les charpentiers couraient le long de la coque entre les soutes et la coque pour réparer les voies d'eau, pour calfater, pour quand il y avait un trou avec un boulet, pouvoir boucher ça en vitesse. Recréer cette galerie, personne ne l'avait jamais fait. Donc ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir montrer aux gens des endroits qui n'avaient jamais été montrés. Dans ta famille de papier, il y a évidemment les personnages, oui. L'entité humaine. Est-ce que la mer, est-ce que le bateau, c'est aussi un personnage à part entière? Le bateau, c'est un personnage, mais c'est plutôt un groupe de personnages. Le bateau, bien entendu, quand on est sur une coque de noix au milieu de l'océan, avec les déferlantes, etc., on a une petite superstition par rapport à cette coque de noix. On lui attribue quand même, on a envie qu'elle soit bienveillante, si on peut dire, qu'elle vous lâche pas en plein milieu. Mais bon, le bateau, c'est quand même, en dehors de sa construction et de sa solidité, c'est quand même l'équipage qui y est. Et la vie des marins, c'est pas rien. Et la vie des marins de cette époque, elle était à peu près de la même durée que la vie des esclaves, c'est-à-dire entre 7 et 10 ans, quoi. Donc ça aussi c'est intéressant à raconter, des gens qui vivent en grande promiscuité, des gens qui vivent entassés les uns sur les autres, avec une discipline de fer, avec des conditions de vie difficiles, des nourritures qui peuvent être plus ou moins variées, de l'eau qui devient plus ou moins potable, etc. Donc tout ça c'était des soucis de l'époque et c'était aussi intéressant de parler de ça. Une discipline de fer, est-ce que ça a été la même chose pour toi et tous ces albums que tu as dû créer? C'est compliqué, c'est beaucoup de labeur, j'imagine. Discipline de fer, tu étais un peu ton propre matelot dans ton navire. Oui, mais je me suis jamais fait violence. Pour moi, c'est du plaisir quand même. Faut pas, c'est du plaisir, c'est du jeu. Tout mon métier, c'est un métier que j'aime, qui est difficile, qui parfois, m'a demandé quand même. Je peux pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles comme dans tous les métiers, mais c'est quelque chose que j'aime, que j'adore. Raconter des histoires, c'est ce que j'ai toujours fait. Quand j'étais petit, je les racontais à mon nounours ou mon nounours me les racontait. Maintenant, je les raconte aux autres. Et quand on voit des gens qui vous disent je me souviens, il y a 10 ans, j'ai vu ça, ça fait plaisir. On se dit, on n'a pas perdu son temps, on a apporté un petit truc aux gens, un petit moment de bonheur, un petit moment de détente, un petit moment de réflexion. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire demain? Tu imagines déjà la suite? Tu as d'autres aventures? Non, j'ai plein de choses en tête et plein de choses que j'aurais sans doute jamais le temps de réaliser d'ailleurs, parce qu'une vie d'homme c'est quand même relativement court, mais j'ai effectivement beaucoup d'idées. Donc la première, c'est de terminer le cycle de Sian. Il reste un album à terminer, et puis j'ai d'autres idées de voyage, plus ou moins maritimes aussi, etc. Toujours le voyage. Voilà, toujours le voyage, mais finalement le voyage c'est aussi la découverte de l'autre, la découverte de la différence. On est quand même, il n'y a pas que les capitaux qui se déplacent. On est à une époque où on appartient à la même planète, elle est fragile, et c'est pas mal de s'en occuper.
On va finir sur ces très beaux mots. Merci à toi, François. Merci. Évidemment, à tous nos téléspectateurs, je dis foncez, venez au musée de la Marine, déjà pour ce musée extraordinaire. Oui, c'est un beau musée. Pour cette exposition, Les Passagers du Vent, on va découvrir maintenant un autre créateur de bande dessinée qui a mis depuis bien longtemps des bateaux dans ses ouvrages, c'est Patrice Pellerin, la série L'Épervier, vous la connaissez. On est allé le rencontrer il y a quelques jours à Paris, loin de la mer, mais pas dans son cœur en tout cas. C'est assez récent, le bateau, c'est une découverte qui est venue avec Barbe Rouge, quand j'ai repris la série Barbe Rouge. C'est vraiment là que j'ai découvert les bateaux. Enfin, j'en connaissais bien sûr, j'avais lu des séries maritimes, j'avais adoré surtout Rackham le Rouge, Le Secret de la Licorne. Pour moi, c'est mes vrais souvenirs de mer, de bateaux et de pirates. Mais c'est vraiment en reprenant la série que j'ai découvert l'univers maritime. Moi, quand j'ai repris Barbe Rouge, j'avais pas du tout de connaissance de la mer, donc je suis allé au musée de la Marine à Paris, j'habitais en région parisienne. Et là, j'ai découvert évidemment les maquettes de bateaux. J'avais visité ce musée, mais comme un touriste lambda. Et là, je suis venu le visiter en essayant de chercher la documentation. Donc en essayant de voir comment fonctionnait un bateau. Il y a même des planches de Barbe Rouge que j'ai faites sur le motif. J'avais amené mon original. J'ai carrément dessiné l'original, enfin, à partir des maquettes que j'avais. Et puis j'ai découvert surtout les livres de Jean Boudriot, l'archéologue naval, voilà, donc qui a servi aussi de référence à Bourgeon pour Les Passagers du Vent. Et là, quand j'ai commencé à lire les ouvrages de Boudriot, là, j'ai découvert vraiment une richesse inouïe. Et c'est ma connaissance de la mer, mon goût de la mer est venu des livres de Jean Boudriot. Et ensuite, j'ai accumulé également toutes les gravures que j'ai pu trouver sur la mer, les peintres de marine du XVIIe, XVIIIe. Et voilà, du coup, petit à petit, j'ai découvert un univers d'une richesse inouïe. L'avantage du dessin, c'est qu'il n'y a pas de limite, tu ne donnes pas de limite. Donc moi, à partir des plans de Boudriot, j'ai commencé à construire les bateaux en 3D, puisque c'est des bateaux qui n'existent plus, qui sont quasiment jamais représentés en peinture, sauf dans des tout petits endroits. Et c'est des bateaux qui ont pourtant existé. Donc le seul moyen, c'est les plans de Boudriot. Il se trouve que grâce à ces plans, des maquettistes ont fait aussi des modèles de bateaux extraordinaires. Donc ensuite, j'ai eu accès à ces modèles, j'ai fait des photos, j'ai même eu la chance d'en avoir chez moi. Donc tout c'est un ensemble de tout ça. En plus, j'habite maintenant en Bretagne, donc quand il y a les fêtes de Brest tous les 4 ans, je vais voir les rassemblements de vieux navires, je fais des photos, il y a des films sur les bateaux anciens pour recréer le mouvement des marins à bord. Donc c'est à l'infini, quoi. J'arrive maintenant un petit peu à concevoir un bateau. La difficulté, c'est de le faire vivre, le faire bouger et de montrer toutes ces échelles différentes. C'est l'avantage des plans de Boudriot, comme ils sont à une échelle du 1/48e. Quand je veux dessiner un endroit du bateau, je le mesure, je multiplie par 48, j'ai donc la dimension réelle et je peux inclure mes personnages dedans. C'est pour ça, par exemple, mon personnage l'Épervier, je lui ai donné une taille, 1m72, qui lui permet de rester debout dans sa cabine, dans la grande chambre de son bateau, parce que c'est quand même très bas, ça fait à peine 1m80. Si j'avais fait 1m90, il aurait été tout le temps courbé, donc ça me gênait un petit peu. Tu vois, quand je dessine les personnages qui sont dans l'entrepont font 1m40 de haut, automatiquement, ils sont recroquevillés, ils marchent à genoux, etc. Tu vois, c'est le fait d'avoir les dimensions exactes me permet vraiment de donner une réalité à ce que c'était un bateau, les espaces minuscules, les cabines, tout ça. La difficulté, justement, c'est quand dans une cabine de bateau, tu peux pas faire un panoramique, on va dépasser du cadre, on sera trop grand, quoi. Donc on doit jouer là-dessus. On continue nos aventures ici au musée de la Marine. Vous pouvez retrouver l'exposition François Bourgeon, Les Passagers du Vent. Profitez-en. Patrick, exposition, t'allais faire un petit tour? Oh oui, bien sûr. François Bourgeon, en plus dans un cadre aussi magnifique, c'est à ne pas rater, quoi. Puis je lui ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est une personne qui m'a donné envie, plus que de faire du bateau, parce que je suis pas quand même quelqu'un qui dessine beaucoup de bateaux, mais de faire de l'historique. Voilà quoi. C'était une vraie source d'inspiration. Oui. Mais c'est sa rigueur de travail qui m'impressionne et son souci du détail. Et ça, c'est vraiment plaisant. On ferme toujours un de ses albums en se disant, bon ben voilà, je suis moins con qu'avant d'avoir pris le bouquin. Donc pour ça, c'est déjà vachement bien. Alors, dans plusieurs de tes ouvrages, l'Auberge du Bout du Monde, par exemple, ou Canoë Bay, plus récemment, on retrouve certains univers de côte
maritimes, de bateaux, d'aventures sur des grands fleuves par exemple. Comment tu crées ça? Est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir beaucoup de documentation pour donner vie finalement à tous ces décors? Dès qu'on touche de près ou de loin l'histoire, on est obligé d'avoir de la documentation, c'est évident. Par contre, moi, tout ce qui est maritime, j'associe plus ça à un dépaysement, c'est-à-dire c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire évoluer les personnages dans un monde, les faire partir, les emmener vers une aventure. Et c'est dans ce sens-là que la marine, surtout 17e, 18e siècle, est pour moi un énorme tremplin sur les nouveaux mondes, sur des terra incognita. C'est plus ça que le bateau en lui-même. C'est plus les ambiances qui vont avec, les atmosphères, la mer et toutes ces immensités, quoi. Mais pour toi, c'est pas un plaisir finalement de donner vie à des bateaux? C'est plutôt compliqué, c'est laborieux. Ah non, c'est un plaisir évidemment. La mer, c'est toujours changeant en plus. Donc un bateau, il n'est pas posé sur l'eau. Il épouse tellement la mer, c'est donner vie à un bateau, c'est magnifique. Combien de fois je reprends mes crayonnés en me disant non, il tient pas mon bateau, il est rigide, c'est magnifique. Et là, j'ai vu des planches de François Bourgeon où il a compris ça, quoi. Mais on a l'eau qui déversait sur les ponts, on sent le bateau tanguer, il manque que le son, quoi. Ça permet d'avoir des ambiances super. Un bateau permet d'amener des ambiances super. Et ça, comment tu crées ça, l'ambiance justement? Faut se mettre dans, je sais pas, dans une émotion particulière. Oui. Parce que toi, tu es dans ton atelier, tu es devant ta planche. Voilà, je veux dire, les embruns, ils sont loin. Oui, bien sûr. Il faut se remettre les cris des mouettes en tête. Il faut prendre sa palette de couleurs et se lâcher, quoi. Il faut se lâcher, quitte à refaire et refaire jusqu'à ce qu'on dise, voilà, c'est ça, stop, j'arrête. Je suis dans un moment, dans un instant. Il faut capter l'instant, quoi. Et souvent, le premier jet est des fois le meilleur. Il faut l'exploiter. Il faut savoir s'arrêter à temps. Oui, c'est dur de s'arrêter. C'est dur de s'arrêter. C'est là où on peut créer l'incident. Oui. C'est là où ça peut tourner au fiasco. L'auberge du bout du monde, c'était peut-être aussi l'auberge du début de l'autre monde, qui est devant, qui est plus loin. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Bon, en même temps, c'est l'histoire a été écrite par Tiburce Sauget. Donc moi, sur l'histoire, je me suis adapté, on va dire. Mais c'est vrai qu'on avait d'un côté cette terre, un petit peu, comme disaient les Romains, ce Finistère, la fin de la terre. Et de l'autre côté, l'océan avec tout ce qui va avec, tout ce qui est derrière, quoi. Il t'a pas gâté, Tiburce, apparemment. Et l'auberge, même les scènes complètement sous la pluie. C'est normal, en Bretagne. Voilà. Je fais des pléonasmes dans cette émission. Mais c'est vraiment, il y a cet élément à la fois liquide, de l'eau minérale. Ça, comment on le crée? Est-ce qu'il y a un petit secret? Chaque auteur, j'imagine, a sa façon de travailler, mais... Ça, c'est la cuisine d'un auteur. Ça, c'est vraiment comment on le crée. C'est des années de travail, c'est des essais sur du papier, c'est d'aller sur le terrain, d'aller voir, de s'imprégner, d'ingurgiter tout ça et de le ressortir. Il y a forcément un crayonné dès le début, ou alors est-ce que tu peux directement passer à la couleur pour le jet, comme tu disais? Oui, bien sûr qu'il y a un crayonné pour tout ce qui est personnage ou décor premier plan, mais je ne dessine pas la pluie, par exemple. La pluie, elle vient directement à l'aquarelle parce que l'aquarelle, c'est tellement fugitif, il faut surtout pas suivre un trait de pluie, sinon on va avoir une pluie rigide. Et puis on va pas pouvoir donner l'impression du vent. Non, pour tout ce qui est, on va dire, les éléments, il faut se garder un peu de spontanéité. Canoë Bay, justement,
tu as fait pas mal de créations autour des bateaux. Est-ce que tu as senti une évolution dans ton travail, plus de facilité, un plaisir différent à créer justement? Ah bah du plaisir, oui, il y en a toujours. Mais enfin, comme disait François Bourgeon tout à l'heure, on peut pas tellement tricher avec les bateaux. Je vois le travail qu'il a fait lui, moi je reste pantois. Parce que c'est un détail fou, un bateau, mais on finit pas d'avoir du détail au niveau des cordes, il faut arriver, enfin moi je pars il faut que je m'impose une limite. Voilà, il faut que je m'impose une limite, il faut prendre du plaisir, il faut que le lecteur y croit, quoi. Le but c'est d'y croire, quoi. C'est d'être emmené sur une frégate, mettons du 18e, et d'y croire. Et pour moi, après, si le cordage, celui-ci, n'est pas exactement où il devrait être, je me dis, bon, est-ce que l'ambiance y est, quoi, voilà. Je reviens toujours Ça veut dire que tu préfères peut-être l'ambiance, l'émotion qui se dégage, qu'une précision absolue. Mais la précision absolue, moi, au bout d'un moment, elle me tétanise. Parce que de toute façon, il faut bien se mettre... quand on regarde, là, je vois au musée de la Marine, on se met au-dessus d'une maquette. Si on fait un plan, une plongée, avec tous les cordages qu'il y a, on voit plus la scène. Donc il faut choisir. On voit plus personne. On voit plus personne. Donc il faut choisir des angles, il faut choisir des angles, quoi. Mais c'est magnifique à dessiner, un bateau, c'est magnifique. Et les prochaines aventures, tu sais pas encore, tu vas te mettre sur des bateaux encore Oui, il y aura des bateaux, mais toujours dans un prétexte. Pour partir de Normandie, pour aller à la Nouvelle-Orléans. Voilà, on sera en 1804. Et c'est encore un prétexte. Il y aura des bateaux, mais voilà. C'est ennuyant le 21e siècle? Non, c'est pas forcément ennuyant, mais en ce qui me concerne, pour faire de la bande dessinée. T'as pas envie de dessiner des Clio et des Twingo? Non, moi je m'arrête à 1900. En 1900, c'est ma limite. Et c'est vrai qu'au musée de la Marine, on voit qu'il y a une esthétique formidable quand même par rapport à ces siècles-là. Hein. Ben, déjà, tout ce qui est bateau dont on parlait tout à l'heure, frégate et tous ces bateaux du XVIIe, XVIIIe siècle, bah, c'est magnifique, quoi. On reste bouche bée. C'est vrai que je suis beaucoup plus attiré par ça que par les cuirassés. Et plus de poésie. Oui, déjà. Oui. C'était quand même des bateaux de guerre, hein, pour l'essentiel. Hein. Mais bon, je sais pas. On arrivait quand même à trouver il y avait autre chose. Puis il y avait une vie tellement dure sur ces bateaux. Bon, c'est touchant. Il y a des récits qui sont du capitaine Cook ou de la Pérouse. C'est impressionnant quand même. Patrick, merci. Merci à toi. Partir à l'aventure donc avec Canoë Bay, aux éditions Daniel Maguen. Et nous on va découvrir deux autres auteurs qui conjuguent dans leur création la mer, les bateaux, les marins. C'est déjà Christophe Chaboutet, notamment pour Terra Novas ou Tout Seul. Et c'est Mathieu Bonhomme qui a signé aussi Esteban, portrait croisé de deux auteurs autour de la marine. À tout de suite. J'adore la mer, j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance au bord de la mer, notamment en Bretagne. J'ai fait un peu de bateau étant petit, puis de plus en plus, et puis j'en ai fait avec des copains et tout ça. Alors, je suis pas du tout un grand marin, je suis un citadin, mais à chaque fois que j'allais au bord de la mer, j'ai toujours pris comme ça une vraie claque émotionnelle, quoi. Parce que c'est vrai que par exemple quand on est en ville, on est vraiment enfermé par des immeubles, on voit pas d'horizon, on a un petit bout de ciel, et puis dès qu'on est au bord de la mer, d'un seul coup, on voit loin, on voit cette ligne d'horizon qui est vraiment très présente, et puis il y a cette masse en mouvement permanente, et de naviguer dessus, enfin moi j'ai toujours une grande passion pour la mer, quoi. Non, la mer et les bateaux, j'ai pas ça en moi depuis très longtemps. J'habite sur l'île d'Oléron depuis 4 ans. Et c'est un milieu que je découvre en fait, que j'ai découvert et que je découvre de plus en plus. Et non, c'est marrant, moi je suis plutôt terrien, je suis alsacien d'origine, donc la terre, les champs labourés, tout le tintouin, quoi. Mais la mer, c'est un domaine que je connais, et ça a plus ou moins des similitudes avec le monde paysan sur lequel je travaillais avant et tout, le côté un peu rude, mais non, je découvre vraiment, quoi, vraiment. Cette série qui s'appelle donc Esteban, c'est pour moi l'occasion d'être mon propre scénariste et de me plonger d'abord dans les histoires. Et naturellement, j'ai été vers le milieu maritime et j'ai voulu raconter des histoires, les histoires d'un équipage, des relations entre les hommes à bord d'un bateau. C'est un navire baleinier dans le premier album, c'est un navire baleinier du début du siècle dernier. Et
j'aimais bien cette notion d'avoir un huis clos avec un espace exigu de ces personnages qui sont un peu les uns sur les autres, en contraste complet avec la mer qui est l'immensité, qui est l'infini, et donc on a le rapport entre un tout petit point et l'infini. Le bateau n'a pas d'échelle, même un grand bateau est microscopique par rapport à la mer. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a emporté dans les histoires, avec des petites anecdotes personnelles, cette confrontation des marins avec les éléments. Et c'est vrai que la mer est un personnage parce qu'il bouge, parce il est toujours présent. Enfin, la mer est toujours là. C'est elle qui dicte le rythme du bateau, la qualité de vie à bord, le confort, qui nourrit les marins, puisqu'en plus, en l'occurrence, c'est un navire baleinier, donc c'est le fruit de leur chasse. Ils sont dans un élément qui est le personnage principal, bien avant le héros, hein, qui est vraiment la mer est là, quoi. Il m'est arrivé de passer pas mal de temps sur la plage, effectivement, à regarder, à essayer de comprendre comment ça peut fonctionner, à essayer d'imaginer ce qui pouvait se passer tout au loin là-bas. Il m'est arrivé de m'asseoir dans un port et de regarder les rentrées des bateaux de pêche et voir comment ça fonctionnait, ce milieu de la pêche, pour comprendre comment ça marche et pour me familiariser avec ce milieu que je connais pas du tout, quoi. Est-ce que c'est compliqué? En fait, évidemment, on a une image fixe avec la bande dessinée, donc c'est compliqué de la faire bouger. En même temps, on a la même difficulté avec un personnage en mouvement, et donc il faut juste penser que là, le paysage aussi doit bouger. Donc on a les personnages qui bougent sur le bateau, et puis il faut arriver à faire bouger la mer. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai envie de montrer un bateau qui navigue, le sentir bouger, je vais avoir une case où il sera remonté, une case où il redescend, ce qui fait qu'il faut toujours comme ça rythmer l'image pour donner la sensation du mouvement. Il y a aussi cette sensation avec quand le bateau bouge, quand il prend une vague, d'un seul coup ça fait un choc. Ce mouvement provoque des accidents, des mini-accidents qui viennent secouer les personnages comme ça. Je ne sais pas s'il y a une technique de scénarisation des gens de la mer. Les gens sont les gens qui viennent de la mer ou du monde paysan ou de n'importe où. Les gens sont les gens. Je ne sais pas s'il y a une scénarisation particulière de la mer. Je me suis rendu compte par contre que en arrivant la gueule enfarinée en me disant ouais, la mer c'est facile à dessiner, c'est une ligne d'horizon avec 3 mouettes et ça le fait. Et ben non, ça le fait pas, quoi. C'est une vague, c'est très difficile à dessiner. Rendre l'iode, c'est très difficile aussi. C'est pas juste une pauvre étendue qui va nulle part et voilà, c'est pas facile à dessiner. Je me suis rendu compte de ça, vraiment. C'est la fin de cette émission d'Un monde de bulles. Merci à toutes les équipes du Musée de la Marine de nous avoir accueillis pour ce tournage. Les infos essentielles si vous aimez la bande dessinée, c'est évidemment la chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro, tous les jeudis matins. Et c'est le site unmondedebulle.com pour les VOD gratuités limitées, les cadeaux et les infos. 9e arrêt, comme dit Georges, tous les vendredis. Bon vent!